Bien, donc si vous voulez bien, nous allons poursuivre ce rendez-vous avec donc notre second invité de la matinée, Maggie Marin. Alors, comme on le dit souvent ici, on va peut-être pas vous présenter, raconter tout votre parcours artistique, mais, alors on va pas le faire. Toutefois, vous arrivez au milieu même, là, dimanche sera vraiment au milieu d'un festival dont l'intitulé, le sous-titre évocateur est une notion de mémoire palimpseste et modernité. Donc, bon, encore une fois, on ne va pas raconter tout votre parcours, mais tout de même, votre présence, je pense, a quelque chose à voir avec cette thématique vraiment centrale du festival, cette thématique de la mémoire, puisque nous allons donc voir une pièce, alors elle, ô combien emblématique de toute une histoire et mémoire de la danse contemporaine en France. Donc votre pièce Maybe, qui avait été créée en novembre 1981 dans le cadre de l'automne chorégraphique d'Angers. Donc une pièce qui a bientôt 32 ans. Et là, je pense qu'on peut se permettre du coup d'être peut-être quand même un peu dans l'histoire, dans la mémoire. D'abord pour se dire qu'il n'est pas acquis et dit que tout le monde connaît tout ça par cœur, a tout vécu et tout, hein, comme des fois on le croit. Bon, c'est peut-être bien d'y revenir. Moi-même, par exemple, je pense n'avoir vu cette pièce que dans le milieu des années 90. Je n'étais pas là en 81. Et puis, surtout, à se dire qu'on ne parle jamais de mémoire et ni même d'histoire, la forme spécifiquement historique, qu'au présent. Et que donc, en fait, c'est une question, sans doute, parler de Maybe, c'est parler totalement au présent. Alors, je vais conclure, je vous rassure, je vous donner la parole, mais j'en veux pour preuve, évidemment, cette situation très peu habituelle, qui fait peut-être inédite, je ne sais pas, qui fait que, alors même que nous allons voir donc dimanche seulement Maybe, pièce créée il y a 32 ans, nous avons pu voir, alors hélas, j'ai pas pu être là hier soir, je la verrai ce soir, mais bon, certains l'ont vu évidemment dès hier soir, une pièce qui, elle, travaille d'ores et déjà à ce jour sur la mémoire, les traces, la mémoire au travail de Maybe. C'est une situation quand même assez peu courante, hein, qu'une pièce soit déjà en train d'évoquer cette mémoire, alors qu'on va l'avoir 24 heures d'intervalle avec la pièce elle-même, Maybe. Alors, je sais que vous avez assisté à ce spectacle, donc hier, de Sabine Procoris et Simon Eke. Elle ne m'avait pas dit tout ça. Je ne vais pas du tout vous demander votre avis, un avis critique et tout ça, ce n'est pas le lieu. Mais tout de même, peut-être, comment vous avez abordé, quelle a été votre curiosité à l'égard d'un tel projet? Qu'est-ce que c'est venu solliciter chez vous? Qu'est-ce que ça a engagé pour vous de se dire, tiens, des artistes ont envie de travailler sur la mémoire de Maybe? Voilà, comment vous êtes confronté à une idée pareille? Bien, parce que... Allô? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Il faut parler assez Bien, près. parce que enfin, je pense que c'est un peu exceptionnel peut-être qu'une pièce traverse comme ça. Enfin, c'est pas exceptionnel, mais enfin, pour moi, c'est exceptionnel. Qu'une pièce est traversée comme ça 30 années. Et je pense que c'est ça, je pense, qui a interrogé Sabine et Simon. Euh, cette façon de traverser le temps comme ça, avec une actualité aussi, avec quelque chose qui n'était pas une reconstitution, mais quelque chose qui était encore vivant et encore présent. Parce que c'est vrai que la pièce, on la joue dimanche et qu'elle a encore toute. Enfin, elle garde quelque chose de très présent pour nous aussi. Et pourquoi j'ai été sensible à ça, pourtant bien méfiante quand même aussi sur beaucoup de choses de ce type. Je crois que vous ne vous connaissiez pas hein, quand Pas du l'idée est tout. venue. Parce que je pense que c'était des chercheurs, ce sont des artistes-chercheurs. Donc, ce n'étaient pas des artistes qui cherchaient à faire une pièce sur une autre pièce, mais qui voulaient chercher, faire une recherche à partir des traces, à partir des séquelles, de ce qui reste de quelque chose et comment
On peut s'emparer, comme on le fait tous d'ailleurs, parce que Maybe s'appuie aussi, porte les séquelles d'autres traces, d'autres gens, d'autres morts vivants, etc. Enfin, tout ce qui peut influencer, tout ce qui peut toucher, tout ce qui peut être essentiel, en fait, je pense, quelque chose comme ça, qui finalement finit par nous habiter aussi, et ça se reporte en fait sur le travail qu'on fait. Et là, il y avait une démarche en fait très consciente. Peut-être que c'est pas très conscient quand nous le faisons nous comme ça, mais chez eux une démarche très consciente d'un travail de recherche à partir de ces traces, à partir de et comment recréer, réinventer en fait quelque chose de poétique à partir d'un travail. Voilà. Je rappelle au passage, pour ceux qui n'auraient pas prêté attention, qu'il en a découlé aussi la rédaction d'un ouvrage considérable. Il s'appelle Le fil d'Ulysse, retour sur Maggie Marin. Donc de Sabine Procoris, co-auteur de la pièce. Elle ne m'avait pas dit tout ça. Donc voilà, qu'un ouvrage, le seul finalement, ouvrage très développé qui opère véritablement une traversée, une lecture traversante et articulée de toute votre œuvre, une sorte de métadramaturgie, je dirais, de toute votre œuvre, et qui est très richement aussi documentée, aussi bien d'interviews que d'extraits et même d'intégrales de certaines pièces. Voilà, donc c'est vraiment, il est en vente, notamment dans les salles, à l'entrée du spectacle. Je le dis parce que bon, ça peut intéresser, j'espère. Alors, donc, je disais, on ne perdra sans doute pas notre temps à revenir, en fait, quand même, sur cette histoire. Maybe, en 80, n'est pas votre première pièce, c'est néanmoins une de vos toutes premières pièces. Votre parcours à ce moment-là, je voudrais retenir deux éléments. Vous avez été formé chez Maurice Béjart, à Mudra, préalablement. Hein. Oui, bien. Avant dans un conservatoire. Oui, avant dans un conservatoire. Enfin, vous avez été, voilà. Déformé un petit peu à Mudra. D'accord, déformé à Mudra. Et par ailleurs, donc, cette pièce est évidemment totalement habitée d'un lien à ce moment-là qui vous anime avec donc la littérature, l'écriture de Samuel Beckett. Est-ce que vous pouvez resituer ce que c'était pour vous à ce moment-là? Quel jeune artiste étiez-vous entre, voilà, d'une part, peut-être ces deux références qui n'ont rien à voir, au demeurant, qui sont sur deux plans radicalement distincts, mais qu'est-ce qui vous habite du côté de Beckett? Qu'est-ce qui vous en êtes de l'invention de votre geste après Mudra? Encore une fois, excusez-moi, j'aurais dû peut-être séparer les deux questions parce qu'elles sont vraiment radicalement distinctes en fait. Mais... Non, mais c'est aussi très lié, je pense, parce que venant donc d'une formation de danse classique et puis ensuite passant par l'école de Mudra, et j'ai quand même été dans la compagnie de Béjart pendant 3 années aussi. Donc quelque chose en fait peut-être s'est déclenché avec Mudra, je pense, par l'enseignement même de ce que les professeurs nous ont transmis, qui faisait que quand j'ai lu Beckett, je devais avoir 20 ans. C'était au moment où j'étais à Mudra. Quelque chose du corps, en fait, m'a terriblement déplacée. Enfin, la lecture, ça répondait à quelque chose qui me posait question dans les compagnies où j'avais été et dans l'enseignement de la danse que j'avais eu depuis toujours. Et c'est cette question du corps, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous les autres corps? Voilà. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas des danseurs. Et pourtant, la danse est quand même quelque chose qui appartient à notre espèce. Pas que d'ailleurs, aussi aux animaux. Mais je veux dire, c'est quelque chose de très profond. Et j'avais l'impression que mon métier, en fait, me détachait de plus en plus de cet essentiel qu'on peut retrouver parfois dans des danses traditionnelles et que la danse occidentale m'éloignait de plus en plus de moi, en fait, de mon désir de danser.
Et en lisant Beckett, parce qu'il accorde une place très essentielle au corps aussi, justement par ses impossibilités, j'ai trouvé un endroit qui répondait. Enfin, j'ai eu envie de chercher moi aussi qu'est-ce que ça serait en fait des corps dansants qui ne seraient pas ceux qu'on a l'habitude de voir dans des cours de danse, dans des compagnies, donc des corps qui ne sont pas des jeunes gens, qui ne sont pas des performeurs, qui ne sont pas voilà, des corps atteints par la vie, d'une certaine façon. Et alors, à cet égard, est-ce qu'il est très significatif le fait que vous en passiez par un dramaturge, par un auteur de théâtre, pour aller toucher à ces corps-là? Bon, moi, il m'a fait naître. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est parce que par un dramaturge, je pense que c'est Beckett. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des personnes qui font un travail et qui Et vous le rencontrez à propos de ce projet que vous avez de monter cette pièce? Oui, c'est-à-dire, on me dit en fait, parce que je veux travailler sur son œuvre, sur son écriture, on me dit oulala, c'est très difficile d'avoir des droits. Donc j'écris un petit dossier que j'envoie aux éditions de Minuit et je reçois suite à ça un petit mot de la part des éditions de Minuit que je vais avoir un rendez-vous avec Samuel Beckett à Paris. Et donc, ben voilà, je le rencontre et on discute 1 heure ou 2. Il avait évidemment lu le projet, mais on n'a pas beaucoup parlé, à vrai dire. Je crois qu'il m'a encouragé, tout simplement, le fait qu'il m'ait reçu, en fait. Et je vois, il vous accorde essentiellement une liberté. Absolument, oui. C'est-à-dire qu'il y avait une partie où j'avais quand même mis, dans mon dossier, j'avais mis une partie où j'avais repris des extraits des pièces pour marquer mon respect. Et là, il m'a vraiment dit que c'était pas utile. Donc effectivement, j'avais pas besoin de. C'est un petit peu comme le travail que Sabine et Simon ont fait. En fait, il avait pas, c'était pas un hommage, quoi. Et ça, c'était très clair. D'autant plus que lui aussi était. Je pense que ça l'a intéressé parce que je venais de la danse. Et il était aussi en train de faire des pièces où il y avait plus de texte, que des déplacements avec des lumières et des corps. Donc il y avait quelque chose avec le corps qui était pour lui aussi très important. Oui, il y a toute une série de pièces, notamment peu connues, parce qu'elles ont été les pièces pour la télévision allemande, par exemple, qui sont vraiment des quad, qui sont des chorégraphies, mais alors intégralement des chorégraphies, on pourrait dire, de déplacement. Alors, je vais un petit peu dépoétiser les choses. Moi, je demeure convaincu que les pièces sont le fruit aussi de leur histoire, la plus concrète, et notamment des conditions qui leur permettent d'être, des conditions de toute nature, politique, économique, etc., leur environnement. Et je relisais hier un article d'André-Philippe Hersin, de 1982, au moment où votre pièce arrive dans le contexte parisien, à Créteil, je pense, du coup. Oui. Hein, voilà. Et où il s'alarme, il prend virulemment fait cause pour vous. C'était un grand critique à l'époque qui a beaucoup marqué en son temps. Et il prend virulemment fait des causes pour vous, donc en soulignant qu'en fait vous travaillez à ce moment-là dans des conditions, estime-t-il, matérielles extrêmement, enfin ils ne sont pas à la hauteur de votre talent, en tout cas, à ses yeux. Vous manquez vraiment de moyens, donc il en appelle au pouvoir public et tout pour que ça change. Donc voilà, j'étais curieux de savoir, vous êtes encore une jeune chorégraphe à l'époque, moi c'est une pièce longue, une pièce avec 10 danseurs, ce qui est en danse contemporaine un effectif déjà très consistant. Quelles étaient donc ces conditions matérielles, humaines, politiques entourant cette création? Est-ce que c'était un grand défi? Est-ce que c'était une très réelle difficulté? Est-ce que les temps étaient finalement porteurs? Est-ce que c'était assez facile, difficile?
Je crois qu'on était tous dans la même situation à cette époque-là. C'était pas spécifique. On était tous dans des situations assez compliquées, difficiles économiquement. Mais on n'avait pas peur, je pense. C'était avant les grandes politiques pour la danse qui se déclenchent avec l'arrivée de Jack Lang au ministère. Donc il faut attendre 2-3 ans encore pour que des budgets assez considérables soient dégagés. Je sais pas, on était confiants en même temps. On n'avait pas peur. On risquait. Et je pense que c'est aussi parce qu'on n'en pouvait plus quand on faisait ça. Parce qu'il y avait quand même en France à ce moment-là pas beaucoup d'échappatoires aux compagnies de ballet, à la danse classique. C'était quand même encore... Il y avait déjà des gens qui travaillaient, mais enfin, ça pointait depuis quelques années. Et je pense qu'il y a eu une poussée, en fait. Et cette poussée nous a donné le courage, la force, le culot de prendre des risques économiques, de se dire, on va être 10. Après, il y a des gens qui nous ont soutenus. Je pense à la Maison des Arts de Créteil, à Jean Morlock et à son équipe, c'est grâce à eux que la pièce a pu être montée. Ils nous ont accueillis à la Maison des Arts. On a eu un studio pendant 3 mois, donc on a pu travailler. J'ai été avec mon dossier voir plusieurs personnes qui n'ont pas voulu... qui n'ont pas donné beaucoup d'attention. Mais là, j'ai eu vraiment une écoute et ça suffisait, en fait, pour que ça puisse se faire. Et ultérieurement, vous deviendrez directrice du Centre chorégraphique national à ce même endroit, donc à Créteil. Alors, bon, la pièce apparaît. Elle n'est pas d'emblée couronnée d'un succès évident dans sa réception. Comment est-elle perçue ? C'est compliqué ça. Par le public, je dirais par le public, un peu comme Umwelt ou d'autres pièces ont été reçues, c'est-à-dire des gens sortent par la profession de façon très étrange, parce que on était dans un moment quand même où le fait d'avoir tout à coup 10 personnes qui font la même chose au même moment sur une musique, c'était très très mal vu. Ça faisait corps de ballet. On avait encore toutes ces séquelles-là. Et moi, je pense que Maybe était un chœur et pas un corps de ballet. Et voilà. Et puis aussi l'impureté de cette danse qui était quand même empreinte de théâtralité. Et c'était un moment où la danse essayait quand même de se démarquer, et avec raison d'ailleurs, de tous les autres arts, opéra, théâtre. Pour s'affirmer dans son propre langage. Il y avait des recherches qui étaient faites là-dedans et qui venaient évidemment des États-Unis. Et je pense que c'était très important à cette époque-là que ça se passe. Mais du coup, comme toujours dans les mouvements, il y a des rejets qui se font. C'est vrai que Maybe était une pièce... on appelait ça danse-théâtre à l'époque, et c'est vrai que c'était plus en rapport peut-être avec l'Allemagne, plutôt européen, plutôt ce côté-là, quoi. C'était pas vraiment... voilà. Donc il y a des batailles qui se font à un moment donné aussi dans les mouvements, mais c'est vivifiant, ça. Oui, ô combien. On en sait quelque chose encore à ce jour. Tous les jours. Donc là, vous venez d'évoquer ce débat plutôt dans les esthétiques, je dirais, dans peut-être des cercles un peu avisés, des cercles critiques ou professionnels, cette influence, cette passion, à l'époque c'est la passion Cunningham notamment, qui est très, très dominante. Et j'imagine, donc, du côté d'un plus large public, Maybe montre des corps, des états de corps, qui sont vraiment peut-être à l'opposé de toute idéalisation du corps qu'on pourrait attendre dans la danse. Quelque chose plutôt de sale, de moche, pas le beau corps. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la rencontre avec l'écriture de Beckett, je pense.
question du sexe aussi, quand même. Le fait que le sexe on n'en parle pas beaucoup, quoi, dans la danse. Enfin, à cette époque-là. Et c'est très important. Alors, toutefois, la pièce va faire son chemin. Elle est encore donc, parmi nous, toujours reconduite, comme ça, 30 ans après. C'est tout de même ça, vraiment très, très rare. Hein, toutefois, en dehors des compagnies, par exemple à l'américaine, qui ont un répertoire voilà, qu'elles rediffusent constamment, hein, des soirées presque composites historiques, mais sinon, dans une pièce isolée comme ça en tant que telle, une grande pièce longue qui perdure comme ça pendant 30 ans, c'est rare. Alors vous allez me dire que ma question c'est plutôt critique d'y répondre et peut-être Sabine Procoris dans son ouvrage y répond merveilleusement bien. Mais tout de même, vous avez sans doute un point de vue sur ce qui dans cette pièce est, je dirais comment, peut-être matriciel au regard de votre art, qu'est-ce qui a pu à ce point durer, continuer, ne jamais vouloir finir? Que dit cette pièce dans son rythme, dans ce qu'elle va toucher, qui fait qu'elle est au cœur même de votre travail, pas uniquement dans l'époque, dans la réception, au cœur même de votre travail, toujours aussi féconde au présent? Qu'est-ce qu'elle venait indiquer qui fait qu'on vous reconnaît dans cette pièce fondamentalement et que elle nous... Bon, c'est Maggie Marin, et c'est Maggie Marin en 2013 tout autant. Je crois que c'est le souci, en fait, c'est le travail sur l'humanité, je dirais. C'est le travail sur nous, sur chacun de nous et nous tous ensemble, qui a cette chose de différence, de cette condition humaine qui est tout l'objet du travail et de la recherche. Je pense que c'est vraiment ça. Et à partir de cette chose-là, à partir de cette passion, en fait, c'est comment entrer, comment travailler ces matières d'individus, de groupes, de masses, de ce rapport entre les uns, les autres, les groupes entre eux. Les catastrophes que les uns se font vivre aux autres. Comment rentrer dans la matière de ce méchant-là, de ce drôle-là, voilà, dans des caractères comme ça qui sont complexes, difficiles et avec humour aussi. Donc voilà, rentrer dans toute cette foncière méchanceté humaine. Et qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? Comment ça se travaille avec ses faiblesses, ses forces, ses puissances? Je crois que c'est ça, en fait. Et du coup, vraiment, tout le travail finalement théâtral, travail de masque, pas seulement du visage, mais du corps aussi. Comment devenir autre? Comment se déplacer de soi à l'autre, même ne serait-ce que par l'imaginaire, pour pouvoir juste entrevoir un tout petit peu de son point de vue, même si on ne voit jamais qu'une petite partie du monde, de là où on est. C'est quand même parce que par l'imagination et aussi par la recherche et la connaissance, enfin qu'on peut en avoir un tout petit peu, qu'on peut se dire tiens, comment est-ce qu'ils vivent ceux-là qui sont dans tel endroit avec des, je sais pas, des raz-de-marée, dans le désert, comment est-ce qu'ils font? Enfin, c'est toujours en essayant de se mettre à la place sans jamais prendre la place, mais enfin, je sais pas quoi, mais... Et pour ce qui est peut-être plus précisément d'une question d'écriture, de composition, d'écriture de la pièce, je pense sans doute quand même une question de durée, de rythme, y compris une musicalité. On a parlé de théâtralité, mais une musicalité intense aussi des corps, de la composition.
Oui, dans Maybe, par exemple. Ne jamais finir, peut-être. Enfin, oui. Ne jamais renoncer, quelque part aussi. C'est aussi une question beaucoup de précision. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a toujours. C'est une pièce qui est très écrite et vraiment écrite jusqu'au moindre sourcil, en fait, je dirais. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a traversé. Enfin, c'est quelque chose d'important pour moi, la précision de. Parce que dès qu'on change un petit détail, en fait, ça part ailleurs. Donc, on doit savoir exactement qu'est-ce qu'on est en train d'écrire. On ne peut pas changer. Si on change une lettre d'un mot, ben, le mot est plus le même. Donc, pour moi, c'est très important que ce soit telle lettre, telle lettre, telle lettre. Et c'est ce qu'on travaille, cette précision-là. Mais au niveau rythmique, par exemple, je pense que Umwelt... voilà, beau lapsus, oui. Je le précise parce que je fais partie, je ne suis pas le seul, on est nombreux à considérer comme Welt notre chef-d'œuvre de 2004 avait une résonance très très intrigante, une intimité presque, mais avec en même temps un quart de siècle écoulé qui fait que c'est une toute autre pièce et pour autant une résonance incroyablement proche avec les enjeux de Maybe. Alors pardon, vous vouliez dire ? Je disais que dans Maybe, au fond, on pense vraiment dans le traitement, par exemple, du rapport au son, à la musique, on passe d'une chose qui est absolument collée, très très précise musicalement, je pense au Gilles sur la percussion, à un traitement de la musique, par exemple, dans la partie de l'anniversaire, qui est plus cinématographique, par exemple. Donc il y a des distances, des écarts qui se créent entre ce qui est en train de se passer sur le plateau, ce qu'on entend, la façon dont c'est éclairé, etc. Donc je pense que ça aussi, ces rythmes-là, toute cette élasticité, cette plasticité entre des éléments qui constituent un tout, mais qui sont chacun pas complémentaires, mais qui jouxtent en fait, ou qui cohabitent avec les uns avec les autres. Oui, ça c'est encore un souci, enfin là, dans le travail, qui est très très présent. Une matérialité aussi très, très intense. Alors, donc cette pièce a continué. Donc elle a été du coup en fait interprétée par des dizaines de danseurs. L'effectif est de 10, on le disait tout à l'heure. Je pense qu'on doit avoir dépassé les 50 ou 60 interprètes à ce jour. Elle a été donnée 650 fois sur la planète entière. Alors, tout simplement, j'étais curieux de savoir comment opère cette transmission. Est-ce qu'on intègre un interprète nouveau, 2 interprètes nouveaux? Est-ce que ça se passe quasiment en interindividuel? Ou est-ce que ce sont des nouvelles distributions qui ont été composées d'un seul tenant? Il me semble qu'au début des années 2000, il y a eu vraiment une grosse reprise, plus comme ça de groupes. Et alors du coup, voilà, comment se transmet cette écriture et comment évolue-t-elle finalement, hein, peut-être qu'est-ce qu'elle a de distinct, oui, par rapport à ce qu'elle était en 81. En fait, effectivement, il y a eu une reprise en 2006 où 2 interprètes anciens, disons, étaient là et 8 autres étaient plus jeunes et plus donc nouveaux. Et la pièce a souffert pendant un certain temps, d'ailleurs, de cette inexpérience, je dirais, un petit peu. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi, souffrir? Ça prend du temps, quoi. Les choses prennent du temps, le travail prend du temps. Alors, c'est pas le tout de la prendre, la pièce, il faut la vivre, enfin, il faut la faire vivre, il faut s'en détacher aussi, enfin, c'est tout un boulot. Et ça avait été, dans ce cas-là, il y a des modes, par exemple, de presse. Là, on est presque dans une recréation, d'une certaine manière. C'est une distribution très nouvelle. Non, c'est pas une recréation. Non. Mais je m'explique, excusez-moi, le mot est impropre, vous avez raison, mais je veux dire, on n'a pas repris un processus, on a bien vraiment transmis une forme existante. Absolument. Complètement, d'accord. Hein. Mais le processus n'a pas eu lieu, en fait, je dirais, puisque moi, je n'ai fait que passer des formes. Oui. Même avec ceux avec qui je l'ai créé. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que j'ai changé ma façon de travailler un peu, mais à l'époque, j'arrivais avec quelque chose de très écrit, j'apprenais des formes à des gens,
Et puis quand la répétition était finie, voilà. Et puis le lendemain, j'ai à peine Est-ce parlé de que- Beckett. est-ce qu'il faut y voir une certaine marque à l'époque d'un héritage classique ou dans cette manière de proposer l'écriture, d'imposer presque Non, l'écriture? non, Non. non, pas du tout. Non. Moi, je pense qu'il y a des choses implicites. Je travaille avec Ulysse depuis 30 ans et je lui raconte peu de choses. Il se fait son propre cheminement là-dedans. Bon, des fois, il y a Ulysse des Alvarez, questions. donc, qui Oui. est un interprète qui est Des toujours fois, il y a là. des Hein. questions. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas ensemble. Non, on parle, mais pas forcément. Euh, les formes parlent aussi. Enfin, il n'y a pas de différence entre, pour moi en tout cas, entre des formes et un fond. Donc, du coup, j'ai l'impression que parfois, on n'a pas besoin de dire ou quoi, où est-ce qu'on veut en venir. Les formes elles-mêmes parlent. Et d'ailleurs, quand ils me proposent des choses aussi, leur forme me parle. Je n'ai pas besoin qu'ils me disent oui, j'ai voulu faire ça, et puis ça, et puis ça. Bien sûr, il faut parler un peu, mais pas trop. Et pour ce qui est vraiment de la continuation de Maybe, c'est plutôt une transmission donc, de chorégraphe à nouveaux interprètes ou c'est plutôt la transmission d'interprète à interprète qui est primordiale? C'est interprète à interprète, D'accord. vraiment. Ce sont les personnes qui ont dansé la pièce qui la repassent à d'autres. Et ça, depuis 30 ans, enfin, je le fais aussi des fois, mais je le fais jamais en tant que, je le fais en tant qu'une de plus. C'est-à-dire que, voilà. Et en général, ça se passe ensemble. Chacun apprend un moment. Voilà. Non, ça se passe vraiment, c'est vraiment de l'oralité, là. On est en pleine transmission orale et en plein partage de ça. Est-ce que c'est pour vous une occasion d'observer ce qu'aurait pu être des évolutions dans les modes de comportement, dans les attitudes, les techniques, les constructions de corps, les savoirs des danseurs? Est-ce qu'il vous semble que c'est vraiment un trait différent, effectivement, à ce jour, enfin voilà, qu'il y a une évolution des relations, des attitudes, des techniques. Est-ce que cette pièce est pour vous l'occasion d'observer ça? Ben, en fait, la plupart des danseurs aujourd'hui, et depuis un certain temps déjà, qui viennent pour la danser, on l'ont déjà vu, et pas mal de fois, et en plus, ils ont une idée. Donc c'est un moment très important pour eux, et ça gêne beaucoup, à vrai dire, cette connaissance qu'ils en ont. Donc il faut défaire cette idée qu'ils ont de la pièce pour pouvoir rentrer dedans, mais ça se fait pas juste en l'apprenant. Ça se prend. C'est le danseur lui-même, l'interprète, qui, au fur et à mesure qu'il la joue, se l'approprie et devient, voilà, rentre dans cette matière-là. Je pense que c'est vraiment en défaisant tout un tas d'idées comme ça qu'on se fait sur les choses que petit à petit, ça se fond et ça devient vraiment. Tout à coup, il y a du rapport entre les gens. Il y a un espacement à recréer, à aménager. Oui. Puis parfois, c'est très délicat parce que vous comprenez, des handicapés ou des gens qui sont comme ça ou des gens qui marchent, qui râlent, on croit que c'est assez facile à faire, quoi. Puis voilà, il n'y a pas des grosses choses techniquement comme ça. Ce qui est difficile à faire dans Maybe, c'est pas de reproduire les formes, c'est de les faire vivre. Ça, c'est difficile. Et comme on croit qu'il faut, enfin, beaucoup de gens croient, je les rencontre avec des gens qui pensent qu'il ne faut pas être danseur pour le faire, par exemple, parce que c'est pas tellement difficile, quoi, de le faire. Et ça me met très en colère, quoi. Alors, avant de faire circuler le micro, j'aurais peut-être une dernière question qui va peut-être brutalement nous rabattre un petit peu dans l'actualité, qui va paraître peut-être un peu décalée. Mais bon, vous êtes aussi parmi nous à ce jour à un moment particulier de votre parcours, puisque vous avez depuis 2 ans renoncé à la direction d'un centre chorégraphique national que vous aviez créé d'ailleurs à Rieux-la-Pape, en banlieue lyonnaise. Vous êtes redevenu donc compagnie indépendante, vous êtes implanté à Toulouse à présent principalement, si je ne m'abuse.
Je voulais savoir, pour ma part, j'ai pas eu l'occasion de le lire, de savoir comment se passe ce processus, cette nouvelle phase pour vous qui s'entraîne, et c'est peut-être finalement significatif au regard de Maybe aussi, puisque l'une de vos caractéristiques, ça a été notamment d'entretenir, de continuer à avoir une compagnie permanente, hein, ce qui, dans les évolutions de la danse contemporaine, a été beaucoup comment dire, abandonné par de nombreux chorégraphes qui ont préféré monter des équipes au projet, des réseaux de fidélité, mais voilà, avec l'intermittence au milieu, qui fait bon, il n'y avait plus cette idée de compagnie permanente qui est y compris suspectée de tas de travers idéologiques. Bon, passons. Votre option était d'en avoir une. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Et peut-être ça a une incidence sur la manière de reprendre Maybe. Je suppose que vous n'avez peut-être plus les 10 danseurs permanents actuellement. Non, effectivement, on a que 4 personnes qui viennent rejoindre la compagnie pour le danser. Certains sont jeunes danseurs, d'autres plus anciens, d'autres des anciens qui ont joué déjà la pièce il y a 10 ans, qui reviennent la jouer. C'était quoi votre question? Et la question, c'était où vous en êtes là, actuellement, avec vos nouvelles aventures. On peut dire finalement, allez, tant pis, pour prendre une expression un peu triviale, mais c'est pas rien de redevenir compagnie indépendante après avoir été à la tête d'une institution forte comme un CCN. Bah, c'est plus difficile que d'être à la tête d'un CCN au niveau économique, je dirais. Bien plus difficile. Mais oh, je sais pas. Non, je pense que je suis contente en fait de pouvoir retrouver avec les gens avec lesquels je travaille une certaine forme de précarité en fait. Voilà. Certaines formes de précarité que je n'érigerai pas en... Enfin, je pense qu'il faut qu'on ait les moyens de notre travail et qu'on puisse en vivre. Donc, il faut se battre pour ça. Mais à la fois, je pense que certains systèmes, en fait, même les meilleurs, ont un temps et que ça crée des drôles de rapports à terme. Donc, on est obligé de déplacer des choses pour continuer à avoir des rapports en fait qui sont ceux d'une personne avec une autre personne, d'engagement ou pas, etc. Et que ça soit remis en question souvent. Ce que vous avez désiré en voilà, décidant de vous-même de mettre un terme à votre... Voilà. Je trouve que ça change les rapports. Ça change le rapport avec les personnes avec lesquelles je travaille, le rapport au métier, le rapport économique aux tournées, enfin à tout un tas de choses, aux choix qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait de ça, est-ce qu'on travaille comme ça, enfin on participe d'une autre façon que quand on est dans une institution et depuis longtemps, parce que l'institution est formidable, mais quand ça fait très longtemps, il y a des choses, des rouages en fait qui se grippent et c'est très difficile de les défaire. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions, des points de vue, des éclaircissements? Par rapport à cette précarité, pour moi, c'est extrêmement riche ce que tu viens de dire. Il n'y a pas beaucoup d'artistes en France qui osent partir comme ça d'un grand lieu qui possède des moyens que ça donne. À ma mémoire, à part toi, il y a peut-être François Tanguy, même si il appartient, il est toujours à la tête d'un grand lieu qui est Théâtre du Radeau, la Fonderie. François Verret aussi, son départ de laboratoire d'Aubervilliers. Moi qui est l'enfant d'Union soviétique et qu'on a vécu aussi cette précarité, effectivement, je trouve que c'est très important aujourd'hui pour donner nouveau départ pour la danse française, si j'ose dire comme ça. Est-ce que pour toi c'est une étape de passer par cette précarité pour y revenir plus tard, j'ose le dire, au plaisir aussi de
de former de nouveaux lieux de danse, comme c'était Rio La Pape, parce que le bâtiment voilà, est poussé de nulle part. Et moi, je suis passé par ce lieu-là, j'ai vu immense travail que tu as fait. Est-ce que plus tard, tu auras envie, si tu peux répondre aujourd'hui ou pas, de revenir encore à fonder des lieux, à bâtir les lieux de la danse? Des lieux de la danse, oui. D'ailleurs, pas que de la danse. Des lieux pour travailler. Mais reprendre une activité dans une institution, non. C'est-à-dire que c'est une... je pense que les conditions de travail déterminent, les conditions dans lesquelles on travaille déterminent un certain état d'esprit, des choses importantes. Et je trouve que dans cette situation de compagnie indépendante, eh bien, ça me confronte aussi à des difficultés, donc à des réajustements, voilà. Je préfère ça, vraiment de loin. Du coup, par rapport aux conditions effectivement dans lesquelles on se plonge pour imprégner finalement voilà, notre travail, tu disais qu'en fait tu travailles en fait en visitant la méchanceté humaine. Pas que. Pas que. Mais justement, est-ce que là, qu'est-ce qui se passerait si tu faisais un maybe version pas ça, mais version peut-être, je sais pas. Enfin, pas maybe, mais autre chose, mais vraiment en visitant la, je sais pas, je vais paraître un peu fleur-bleue, mais la gentillesse absolue, je sais pas. Enfin quelque chose des valeurs justement qui serait pas regarder le côté méchant en partant de là pour J'aurais jamais dû dire ce mot, vraiment, jamais. J'aurais jamais dû dire ça, quoi. Mais j'aurais dû dire complexité humaine, j'aurais dû dire. Ça aurait été très bien, voilà, parce que évidemment que s'il n'y a pas que ça, évidemment. Et je pense que dans mes billes, il y a énormément de tendresse. Donc, j'aurais jamais dû dire ce mot. Vraiment, il faut sortir ça de ta tête, jeter, et remplace par autre chose. Juste après Maybe, il y a Eden, si je ne m'abuse, qui est une pièce plutôt... Dans toutes les pièces, il y a et la méchanceté, et la gentillesse, et Eden, l'amour, et la même... haine, et la joie. Voilà. Il y a tout, quoi. Enfin, mais Eden met un peu... Il y a peut-être juste AA qui est vraiment très méchant et que je revendique. Voilà. Parce que ça, c'est ma méchanceté. Bien, ben écoutez, juste une petite précision sur les gens qui ont quitté des lieux, puisqu'ils étaient cités dans la danse, il y a quand même Daniel Larieux, François Raffinot, voilà, hein, on le doit à l'exactitude historique, qui ont quitté leur CCN aussi, de leur propre chef, à un moment donné, et qui parfois l'ont payé cher néanmoins. Donc, écoutez, Maggie, merci beaucoup, et on retrouve dans Maybe demain soir, dimanche, à Théâtre de l'Agora. D'accord.